Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureuse de me joindre à ce débat et merci pour l'opportunité qui m'est accordée de pouvoir discuter ce soir avec tout le monde. Je suis Kamadidem Bakarium, je suis une militante de l'Union des syndicats du Tchad et membre de la coalition Tournons la page Tchad. Et mon secteur professionnel, c'est le secteur de la justice. Je suis greffière à la cour d'appel de N'Djamena. Merci. La motivation première de mon engagement dans le syndicat, c'est que c'est une organisation qui permet de renforcer mes capacités d'abord de militante à la base, parce que dans les syndicats, il y a un mécanisme pour former les premiers militants, de faire même les carrières dans le syndicat, et puis les offres de formation dans les syndicats ont plus renforcé ma personnalité, notamment sur les techniques de communication, la gestion des conflits en milieu du travail, ou les techniques de plaidoyer ou comment mener les campagnes. Donc, déjà, quand tu ressens ces outils, ça te forme. Parce que pour beaucoup de personnes, ils pensent que être militant, c'est juste adhérer à un mouvement et puis aller dans les actions de mobilisation telles que les manifs, les grèves. Mais non, dans le syndicalisme, dans le syndicat, on se forme, on se professionnalise, on identifie les bonnes méthodes de travail pour atteindre réellement les objectifs. Et beaucoup plus avec la société civile, c'est pour plus généraliser mon engagement en faveur des droits humains de manière globale. Mais si c'est plus spécifiquement pour les droits des travailleurs, je reste plus dans le syndicat, mais de manière générale pour les droits humains et les droits des femmes, des enfants, des filles, je reste plus attachée à la société civile. Donc, ce sont des structures qui permettent vraiment de s'épanouir et de renforcer également sa personnalité et de se frayer un chemin. Parce que en fin de compte, c'est que quand on se bat pour la communauté, on se bat pour les sans-voix, on a une certaine capacité à être au devant de la scène et à résoudre les problèmes également. Être femme déjà, ce n'est pas chose facile et être femme africaine et tchadienne, ça demande plus de sacrifices, plus d'efforts parce que il faut d'abord se battre pour se faire d'abord une place de soins dans la famille, dans le milieu du travail, pire encore dans la société. Aujourd'hui, que ce soit dans les syndicats ou la société civile, c'est un milieu très masculin, conservateur, où les hommes en majorité occupent les postes de décision. Donc, ce n'est pas facile de voir que les femmes sont plus au devant de ces organisations-là. Malgré le nombre élevé de femmes qui militent dans le syndicat, ce n'est pas chose facile. Donc déjà, quand vous n'êtes pas à la direction de la structure, c'est déjà un grand défi. Ça entrave un peu votre capacité de prendre parole, de réagir activement et promptement. Et d'un autre côté, il faut faire face à la réticence des hommes qui sont de manière globale très conservateurs,
qui sont même par moments contre les femmes, qui s'opposent même à un certain moment à l'épanouissement des femmes, parce que dans leur conception, il faut toujours ramener la femme au second rang, à la place qu'elle occupe dans la famille, dans le foyer, tout ça. Et quand vous rencontrez des hommes, par exemple, comme moi, je les côtoie au jour le jour, qui trouvent que on a plus de la matière à donner, on a plus d'idées, on est plus forte, ça fait que cet affrontement-là fait que ça génère soit des critiques où on te met des bâtons dans les roues, ou soit quand il y a des opportunités de formation ou bien de rencontre, automatiquement tu n'y accèdes pas parce qu'on te demande de faire plus. Non, c'est difficile. Malgré que, par exemple, dans le syndicat, la parole elle est libre. On a des espaces de discussion qui favorisent l'épanouissement de la femme, mais on reste toujours, on nous demande de faire toujours plus. Mais ce qui nous distingue et ce que moi j'ai toujours l'habitude de faire, je me distingue toujours par mon travail. Je reste très professionnelle, très objectif et déterminé parce que j'ai un objectif, celui de faire le travail pour lequel je suis appelée. Je suis entrée dans le syndicat par vocation, par amour et cet objectif, je ne le perds pas de vue. Et je considère que les critiques des hommes sont beaucoup plus des aveux d'impuissance et qui ne peuvent en rien entacher ma marche vers l'évolution. Et donc, c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de femmes qui sont réticentes aussi parce que quand vous êtes dans un milieu où il n'y a que les hommes, beaucoup pensent que vous êtes une femme à prendre ou bien vous êtes là juste pour accompagner les hommes ou que peut-être c'est un leader qui vous a identifié parce que ils ont des arrière-pensées ou bien un penchant sexuel, tout ça. Malgré que moi j'ai fait l'objet de plusieurs harcèlements sexuels dans le cadre de mon militantisme, mais et c'est des choses qu'il ne faut pas se taire. Il faut les dénoncer parce que plus tu te tais, plus ça va persister et tu vas te retrouver empêtré dans cela. Et il n'y aura plus le moyen pour toi de te défendre et mieux tu en parles, mieux tu es soutenu et tu peux avoir la facilité de donner l'alerte et recevoir aussi des soutiens ou bien que l'organisation puisse décider de quelque chose pour mettre un terme à cela. Mais il faut aussi reconnaître que dans les syndicats ou dans les organisations de la société civile, les femmes sont très, très découragées parce que on ne les met pas au devant de la scène. Souvent, on ne les consulte pas ou quand on les consulte, ceux qui sont déjà devant les faits accomplis ou que c'est des formalités tout simplement, où on donne même moins de moyens à leurs activités tout en sachant que on ne peut pas organiser les femmes et les jeunes sans pour autant leur donner les moyens ou les possibilités de rechercher les moyens pour mener à bien leurs actions. Souvent, il y en a, mais tout simplement parce qu'on est contre le changement, on refuse qu'ils s'évoluent. On les laisse de côté, on ne leur offre pas tout le soutien nécessaire pour mener leurs activités. Et non, c'est aussi difficile. L'autre côté, c'est aussi que quand on travaille dans un environnement où, par exemple, on a plus de femmes qui savent moins lire et écrire, la difficulté aussi, c'est de pouvoir recueillir leur adhésion dans les langues les plus parlées. Et c'est un défi parce que quand tu te retrouves à donner une information à des personnes dans une langue que tu ne comprends pas, c'est un peu difficile et souvent, même quand il y a la traduction, c'est pas aussi efficace. Ou soit il faut faire les sensibilisations dans les marchés, sous le soleil, la pluie, tout en sachant que c'est ton travail et que tu dois le faire et que c'est pour la bonne cause. C'est pas l'idéal, mais on le fait parce qu'au moins on est écouté. Il y a des personnes qui sont là, qui ont besoin qu'on aille
à leur rencontre dans les marchés, dans les écoles, dans les hôpitaux. Et quand tu échanges avec eux et que ils arrivent à partager les défis qu'ils rencontrent dans leur environnement, tu vois, ça constitue un gros défi à relever, mais aussi c'est un encouragement aussi de pouvoir continuer malgré les moyens précaires aussi. Aujourd'hui, par exemple, quand on est par exemple une femme au foyer, ce n'est pas facile d'être active dans les organisations, parce que moi au départ j'avais vraiment des difficultés à décoller, comment concilier ma vie familiale, ma vie de syndicaliste et ma vie professionnelle, et c'était vraiment difficile parce que il y a des réunions qui se font très tard, qui se terminent très tard, et que tu dois être là, mais entre-temps, ta famille te réclame et tu fais comment? Ou soit tu dois laisser le travail pour aller de l'autre côté. Quand tu n'es pas là, il y a des grandes décisions qui se passent à ton absence. Et j'ai aussi, ça a été vraiment difficile parce que c'était pas facile de me frayer un chemin, mais je me suis reposée sur des femmes dynamiques aussi, que j'ai pu me rapprocher d'elles, qui ont été comme des mentors. Et quand j'étais toujours coincée, je me référais toujours à elles pour qu'elles puissent me conseiller, me donner des orientations et m'aider même à trouver les difficultés, ou bien à aller à faire au-delà de mes forces, parce que quand on est découragé, c'est qu'on n'a plus de force. Et donc ces femmes-là ont été aussi un repère pour moi, pour l'encouragement dans ma vie de militante. J'ai intégré le syndicat étant très jeune. Je me rappelle, c'était en 2010, c'était au congrès de mon syndicat de base. Et puis, on était en pleine élection et on avait voulu une représentante pour les femmes. Et les membres sortants du bureau nous ont encouragés à ce que les jeunes là puissent donner leur candidature. Et moi, j'hésitais encore. Et puis, certains de mes camarades ont proposé mon nom. À la fin, j'ai dû accepter et puis j'ai quand même fait un petit discours. Et j'ai dit que s'ils veulent que je travaille dans le syndicat, il faut qu'eux, ils me donnent d'abord leur adhésion, de me donner tout leur soutien pour travailler dans le syndicat. Et puis on a fait les élections et c'est comme ça que j'ai été élue. On était 3 candidates. J'avais environ 70% des voix, et puis les 2 mamans plus âgées que moi, une avait 10 et puis l'autre avait moins de 5%. Et puis c'est comme ça que j'ai atterri dans le syndicat. Et au départ j'étais timide, mais vous savez c'est pourquoi je dis que le syndicat était une bonne organisation où on puisse s'épanouir. On avait des séances de prise de parole, comment parler en public, comment parler devant les femmes, les jeunes, les hommes, tout ça. Donc ça a renforcé un peu ma capacité de prise de parole, et peu à peu je me suis forgé une personnalité, et c'est comme ça que je suis là dans le syndicat. Donc je suis fière d'être aujourd'hui très active dans les syndicats, parce que pour moi, c'est comme disent les Anglais, c'est the place to be. C'est l'endroit où l'on doit être. Et je me sens bien, c'est comme ma seconde famille. Et j'aime bien. Et ça contribue beaucoup à mon renforcement personnel, professionnel. Et j'en suis là. Je suis fière d'avoir bénéficié de tout l'appui que le syndicat a pu donner. Vous savez, les dictateurs en Afrique,
ils ont des troubles de comportement qui font que les effets là ne doivent se manifester que contre les activistes et les syndicalistes. Déjà qu'ils ont une capacité facile à unir leurs moyens d'action. Je suis sûre qu'au Togo, maintenant on le voit comment ça se passe au Sénégal, mais au Tchad, c'est la catastrophe totale. Leur premier moyen, c'est que il faut d'abord diviser pour mieux régner. Donc, ils vont créer des structures jaunes, comme les syndicats jaunes là, pour venir battre en brèche tout le travail que les syndicats objectifs vont faire. Quand vous allez en grève, ces syndicats jaunes, ils vont appeler les gens à aller travailler. Et puis, c'est ces mêmes syndicats jaunes-là, c'est eux qui vont faire le travail de la filature des services de renseignement généraux. À vos réunions, ils sont là parce qu'on ne peut pas les identifier dans nos membres. Ils sont là, ils écoutent, enregistrent, filment, partagent tout ce qu'on a comme documents, communication. Et pourtant, ces documents, ils peuvent les retrouver sur la place publique parce que toutes nos réunions, même si on les fait à huis clos, après elles sont sanctionnées par des communiqués, on rend ça public. On critique ouvertement le gouvernement sur sa mauvaise gestion, sur sa corruption, sur le népotisme, sur la division qu'elle entretient. Donc, on critique ouvertement le gouvernement. Mais vous savez que ils ne restent pas ballon. Quand ils veulent aller auprès de leurs partenaires, ils veulent faire bonne impression. Mais nous, on veut déconstruire cette image qu'ils ont. Donc, automatiquement, il y a des répressions autour. Dans la plupart des cas, on a beaucoup d'activistes, de syndicalistes qui pour ne pas tout simplement leur fermer la bouche, on les emprisonne, on les détient dans des lieux secrets, on les torture. Certains sont tués, on leur donne des condamnations faramineuses, ou soit pour certains qui sont dans l'administration publique, on les affecte dans des zones reculées pour les faire taire. Ou s'ils sont dans les entreprises, on les licencie, ils se retrouvent à la rue sans emploi. Et pour certains qui vont jusqu'à manifester avec les autres, ils ne dérogent pas. Parce qu'aujourd'hui, les activistes et les militants syndicalistes, quand il y a les manifestations, personne ne reste à la maison. On est au devant de la scène pour mobiliser nos troupes, nos rangs. Donc, pendant la répression, il peut y avoir des arrestations, il peut y avoir des tueries. On a perdu beaucoup de nos membres. On a beaucoup de membres qui ont été arrêtés arbitrairement. Et c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Tout ça, c'est quand tu vois comment on a torturé un de tes camarades ou qu'il a été torturé pendant des mois et puis envoyé devant un tribunal pour un procès en catimini, sort avec une lourde condamnation, cela devrait décourager. Mais chez nous, quand on arrête un, c'est 10 qui vont regagner les rangs de la lutte. Et donc ça ne décourage pas. Et si plusieurs sont décédés, nous on doit faire payer le prix de leur sang en restant dans le combat pour démontrer que nos camarades ne sont pas morts pour rien. On doit continuer la lutte parce que c'est notre seul moyen. Aujourd'hui, les seules armes que nous avons, c'est quoi? Ce sont les manifestations, les communiqués, les grèves ou les blocages. Mais nous n'avons pas d'armes. Mais lorsqu'on les met en place, vous voyez, on sort tout un arsenal, toute une artillerie pour nous gazer, nous arrêter, nous chicoter, tirer dessus. Donc, c'est vraiment difficile. Actuellement, par exemple, on a beaucoup de nos leaders qui vivent dans la clandestinité. Parce que
après avoir fait la filature, après avoir perquisitionné les domiciles à des heures tardives, on coupe le sommeil à votre famille, on saccage votre domicile, on confisque votre matériel de travail, vos ordinateurs, vos documents personnels, comme si vous cachez un secret d'État chez vous. On vous incite à fuir, à abandonner tout ça et vous retirez de la scène pour leur laisser libre cours. Mais pour nous, c'est tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et donc, on doit continuer. Ce qui est sûr, on sait aussi qu'il y a on ne peut pas s'attaquer à des dictatures, à une dictature comme celle de Déby là, sans pour autant payer les conséquences et le prix lourd à payer. Au prix de nos vies, nous allons nous opposer parce que devant des lois injustes là, il faut se rebeller. Il ne faut pas accepter parce que ce n'est pas un combat pour nous seulement. Il s'agit également de notre désir d'avoir un pays où règne la paix, un pays où tout citoyen doit accéder aux ressources naturelles là. Pourquoi il y a des citoyens qui doivent être plus nantis que les autres? Pourquoi? Ils sont plus citoyens que nous. Nous doivent être, nous on a combien de pays? Par exemple, moi j'ai que le Tchad. Je n'ai pas un autre pays où je vais aller. Et s'il y a des Tchadiens plus Tchadiens que les Tchadiens, ou bien des Togolais plus Togolais que les Togolais, non. Nous sommes tous égaux. Même si c'est qu'il y a des analphabètes, des lettrés, des nantis ou pas, nous sommes tous des concitoyens et nos droits et devoirs doivent être les mêmes. Et pourquoi refuser à ce que nous puissions accéder à ces privilèges, à ces opportunités-là en tant que citoyens? Nous ne réclamons pas grand-chose, c'est juste l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Qu'est-ce que nous réclamons d'autre? Et pour cela, ça coûte des vies, ça perd des moyens, mais on ne fléchit pas. Et puis, vous savez, les dictatures, ils font de telle manière que on vit comme un étranger dans son propre pays. Les simples services publics d'accès à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé dans les petits centres de santé ou les dispensaires là sont impossibles pour le citoyen ordinaire. Par contre, les autres, ils montent l'avion, ils vont à Paris, ils vont en Suisse pour aller se faire soigner comme ils veulent, ils dépensent de l'argent public comme ils veulent, mais l'argent de l'État, c'est pour tout le monde. Pourquoi l'État ne veut pas investir dans les structures sociales? L'argent de l'État, c'est pas pour enrichir les dictateurs. Une famille, vous n'êtes même pas une centaine, et vous prenez en otage tout un peuple pour vous refuser que les autres puissent accéder à ces biens de l'État qui, à la base, ce sont ces citoyens qui ont travaillé, qui ne dorment pas, qui se lèvent tôt, qui font fonctionner ces services-là pour que vous puissiez que l'État puisse mobiliser ses ressources et puis un groupuscule de bandits vont diriger le pays et puis c'est eux-là qui ont le droit de vie et de mort sur tout le monde et les gens ne doivent pas les regarder. Non! Il faut trouver tous les moyens de mettre terme à cela. Parce qu'en fin de compte, la dictature là, ça ne paye pas, c'est le peuple toujours qui paie. C'est le peuple toujours qui perd. Et si nous, on ne se réveille pas, si on ne forme pas nos militants, et même si c'est un travail de fourmi, il faut le faire. Il faut que les gens comprennent. À un certain moment, ils vont comprendre. C'est aussi difficile de mobiliser les gens qui sont déjà affamés, qui n'ont de quoi manger au jour le jour, qui sont dans une situation précaire. Mais on doit changer, on doit faire de notre mieux pour avoir leur adhésion à ce combat-là. On doit se battre. Aujourd'hui, les dictatures ne vont pas vouloir nous laisser, par exemple, aller aux élections et choisir même les maires de nos villages, de nos villes-là, sont désignés par l'État. Qu'est-ce que ces dictateurs-là, ils ont à faire? Pourquoi c'est à eux d'avoir le monopole? Nous devrions participer aussi à la gestion de la chose publique. C'est un travail de longue haleine, mais les régimes dictatoriaux là doivent partir. Aujourd'hui, toutes ces difficultés dont on fait face ne sont que la preuve que les dictateurs aussi, ils
ne dorment pas. Parce que plus ils travaillent à sauvegarder leur dictature, moins et plus ils perdent les moyens d'action et nous on gagne du terrain. Parce que même si on doit avoir aujourd'hui l'éveil citoyen, c'est un travail de longue durée, mais on va y arriver. Les gens dans leur langue, aujourd'hui quand vous trouvez un citoyen lambda, vous pensez quand vous lui parlez dans sa langue maternelle de difficultés qu'il comprend, de mauvaises conditions de vie où il ne comprend pas. Ils comprennent très bien. Ce que l'État, ils le comprennent très bien dans leur langue. Mais c'est juste le moyen, l'espace dans lequel ils doivent venir exprimer ça. Et puis certains aussi, vous voyez, pour une petite manifestation, on sort des chars de combat comme si on était dans un état de guerre, les gens vont avoir peur. Nous aussi, on n'a pas le moyen de sauvegarder toutes ces vies, mais la peur ne doit pas empêcher les gens de réagir. Parce que déjà, comme nous autres qui avons subi là, ça ne nous fait rien, mais on doit continuer à montrer aux gens que plus vous vous taisez, plus vous serez opprimés. Et vite vous allez vous engager, mieux on viendra à bout de ces... Vous savez, un coup d'État est un coup d'État et aucun coup d'État ne mérite d'être validé. On doit tout simplement les condamner parce que les États doivent, la gestion de l'État doit revenir toujours aux populations. Quand on prend un pays comme le Togo ou le Tchad où les élections ont été organisées régulièrement pendant les 30 années, mais ceux qui organisaient les élections savaient d'office qui devraient être réélus. Ça, ce sont des coups d'État qui sont faits par des civils. Maintenant, quand c'est les militaires qui prennent les armes, qui chassent ceux qui sont là au pouvoir, ça reste un coup d'État. Et aucun coup d'État ne mérite d'être soutenu. Parce qu'à la fin, les militaires, ou bien comme ceux qui font le coup d'État civil, ils ont un agenda caché. Et leur agenda, c'est simple. C'est piller davantage le peuple. C'est utiliser le pouvoir pour s'arroger des privilèges, de faire des positionnements, faire un trafic. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'aucun gouvernement qui soit dirigé par ces militaires-là soit en mesure de donner la transparence sur la gestion des fonds de l'État. C'est du trafic tout simplement. Et les populations y profitent plutôt d'une situation précaire où les peuples veulent plutôt un autre ordre de gestion, un autre ordre à la tête de l'État. Et donc, quand ils exhibent qu'ils vont rétablir la démocratie après 18 mois, 2 ans de transition, ils vont tenir les élections démocratiques. Mais ils ne vont pas le faire. Comme chez nous, ils ont dit après 18 mois, ils vont faire les élections, mais ils ont plutôt prolongé leur règne pour 18 autres mois. Et ça, c'est sous l'œil bénissant des puissances internationales comme la France, qui aujourd'hui, elle dit chez nous que nous avons un président à la tête d'un pouvoir et qui dit que les Maliens à la tête du Mali, ils ont des putschistes. Mais c'est pas deux mesures. Non, il faudrait plutôt faire comprendre au peuple. Il n'y a aucun avantage à tirer d'un président qui se maintient longtemps au pouvoir. Parce que le problème qu'on a en Afrique, c'est tout simplement à 2 niveaux. Quand on a un conseil constitutionnel qui est aux ordres du pouvoir, qui peut valider les élections et proclamer les résultats et leur donner la force, nous on fait comment? Vous avez des CENI qui sont aujourd'hui où les membres sont nommés, ils ont mis en place un mécanisme pour pouvoir voler les voix des votants et les donner à ces présidents-là. Vous voulez qu'on fasse quoi? On ne peut pas. Et quand on ne peut pas accepter ça, parce qu'aujourd'hui, un mandat c'est bon, 2 c'est bon, mais pas de trop. Le troisième là, c'est celui qui sera plus fatal. Parce que le pouvoir, c'est comme la drogue, quoi. Dès qu'ils ont fumé le premier mandat,
Ils prennent le go, le deuxième c'est bon, mais le troisième ça les monte à la tête et c'est contre le peuple. Et là ils deviennent tout simplement des dictateurs. Ils vont porter plutôt atteinte aux libertés publiques et aux libertés individuelles. Et donc il faut tout faire pour mettre fin à ces systèmes-là. Quand vous voyez aujourd'hui les pays qui sont colonisés par la France là, mais nous sommes les derniers en démocratie. Pourquoi les pays colonisés par l'Angleterre ou l'Allemagne n'ont pas ces difficultés-là? Ou bien dans le partage des territoires-là, ils ont confié le sale boulot là à la France pour pouvoir valider toutes les dictatures, leur donner les moyens, financer même ces gouvernements-là. Donc notre combat n'est pas seulement contre ces dictateurs, hein, c'est également contre la France. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez que nos populations africaines demandent à ce que la France dégage de l'Afrique, ce n'est pas parce qu'elle va partir tout simplement, c'est parce que nous voulons rétablir une politique objective, une politique gagnant-gagnant. La France n'est pas dans une logique où elle va vouloir faire des partenariats qui puissent mettre au devant les peuples. Le désordre qu'actuellement le gouvernement français fait en Afrique, vous pensez qu'il le fera là-bas chez lui en France? Non. Et ce n'est pas en Afrique, nous allons cautionner cela. Si elle apporte le soutien aux démocraties, nous voulons que la France apporte plutôt son soutien aux populations, qu'elles soient aux côtés des populations, pas aux côtés des dictateurs. Aujourd'hui, c'est elle qui arme plutôt, qui arme plutôt les milices à la solde de ces dictateurs-là. C'est elle qui finance même les élections pour ces dictateurs. C'est elle qui décide de comment est-ce que ces dictateurs-là devraient plutôt conduire les affaires politiques nationales. Mais si la France est donneur de leçons à ces dictateurs, n'est pas donneur de leçons au peuple. Et donc nous avons un double combat, celui de se battre déjà contre ces dictateurs. Il ne faut pas qu'il y ait 3 mandats, 2 c'est bon. Et notre deuxième combat, c'est de se battre contre la France. Pas contre les Français. Hein. La politique de la France en Afrique doit changer. Et elle va changer. De gré ou de force, elle doit changer. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut remarquer. Hein. La plupart des dictateurs qui sont là au pouvoir, là, quand on fait bien leurs origines, vous allez remarquer que c'est des étrangers qui sont à la tête de nos pays. Quand on prend par exemple les Déby, nous on sait qu'ils viennent du Soudan. Et vous avez vu ce qui se passe au Soudan actuellement? C'est terrible. Vous prenez vous l'appelez comment le président togolais, Monsieur Faure Gnassingbé. Lui, il vient de chez nous au Tchad. Son père, c'est un Tchadien. Mais vous voyez ce qui se passe au Tchad actuellement? Il faut vraiment tout faire pour dégager ces étrangers à la tête de nos États-là. Et puis qu'ils puissent comprendre que la double nationalité-là n'est pas une faiblesse. C'est plutôt un avantage qu'ils devraient utiliser pour mettre à profit les intérêts de la nation. Ce ne sont pas des nationalistes, ce ne sont pas des patriotes. Et ils ne vont pas comprendre les besoins de nos populations. Il faut qu'on se batte à ce que nous rétablissons l'autorité de l'État dans nos pays, hors de la sphère de ces étrangers-là. La transition de début au pouvoir actuellement, c'est une dynastie que la France même, elle a voulu introniser cet enfant-là, ce rejeton de Déby là à la tête du Tchad, comme s'il n'y a pas de Tchadien plus noble, plus intelligent à conduire les affaires de la nation. Nous sommes contre cette transition-là. Moi particulièrement, je ne suis pas d'accord. Et elle a même prouvé ses limites. Vous pouvez imaginer qu'en près de 20 mois de transition, vous savez le nombre de morts qu'on a compté, le nombre de personnes portées disparues. Actuellement, il y a des tueries dans les villages, il y a des assassinats perpétrés par des milices et personne n'en parle. Jamais une transition n'a été aussi sanglante que celle que dirige ce petit Déby-là. Et nous n'allons pas rester là. Aujourd'hui, le plus gros problème, c'est qu'il est là au pouvoir avec la bénédiction de Macron et qui dit qu'il apportera tous les moyens
je le sais bien, tout, il fera tout, que la France apportera tout son soutien nécessaire à la transition militaire actuelle au pouvoir au Tchad. Mais un soutien au prix de quoi? Un soutien où des citoyens sont exécutés, des citoyens sont arrêtés dans leur lit. Ils ont même arrêté des malades, des sourds, des personnes démentes même, qui sont arrêtés comme ça, conduits dans des prisons secrètes, des prisons de haute sécurité dans le désert, et qu'aujourd'hui se trouvent en train de les laisser là, de les amnistier parce qu'ils ne savent quoi faire. Nous ne pouvons pas accepter et nous allons nous opposer de la manière la plus énergique par nos moyens de lutte à mettre fin à cette transition-là. Le Tchad ne mérite pas. Il y a d'autres citoyens qui sont là. Pourquoi on a été dirigé pendant près de 32 ans par le père? Un coup d'État. Il est mort dans des conditions que jusqu'à aujourd'hui nous demandons qu'il y ait des éclaircissements sur les conditions dans lesquelles il est mort. Son fils vient y prendre le pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres généraux plus intelligents, plus gradés, qui sont des soldats qui ont fait carrière dans l'armée et qui sont devenus généraux, qui aujourd'hui ne peuvent pas prendre le pouvoir? Pourquoi particulièrement lui? Non, nous n'accepterons pas ça. C'est juste pour perpétuer le règne de la mauvaise gouvernance, le règne de la corruption de son père. Non, on ne va pas accepter. Dans notre lutte panafricaniste, je pense que ce sont des traites à la solde de l'Occident. Ils n'ont rien à cirer de nos affaires africaines et on doit tout faire pour les mettre hors d'état de nuire. L'engagement aujourd'hui des femmes et des jeunes dans le militantisme, dans les syndicats, dans la société civile, c'est une question de survie. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de démontrer que les effets néfastes de la gouvernance, là, c'est contre les femmes, c'est des femmes, les jeunes qui subissent cela. Il faudrait que les jeunes Togolais, les jeunes femmes togolaises s'approprient plutôt le travail que font les organisations de la société civile, les syndicats. Il faut qu'ils sortent de leur cachette, de leur bulle, et qu'ils défendent leurs droits. Parce que personne ne viendra d'ailleurs pour le faire. Hein. Aujourd'hui, les hommes, ils sont tranquilles. Mais les personnes qui subissent le plus, là, ce sont les femmes. Et ce sont les jeunes. Je sais déjà qu'elles savent se battre, mais elles doivent le faire davantage, changer leurs moyens de lutte. Et puis, pour demander plus de respect de leurs droits, demander plus de transparence dans la gestion des fonds de l'État à leur profit et que les espaces soient plus favorables aux femmes et aux jeunes.